Bonjour. L'ordre du jour, s'il vous plaît. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre, présentée par Madame Jacqueline Eustache-Brinio et plusieurs de ses collègues. C'est une demande du groupe Les Républicains. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Jacqueline Eustache-Brinio, auteure de la proposition de loi, pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. D'abord, ne pas nuire, c'est ce principe qui a animé la réflexion que nous avons menée au sein du groupe de travail LR du Sénat sur la transidentification des mineurs. Témoin depuis moins de 10 ans de la hausse croissante des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents, essentiellement des filles, en France comme à l'étranger, le groupe Les Républicains a estimé nécessaire de conduire une étude approfondie sur le sujet et de mettre en place un groupe de travail en mai dernier. Alors que l'influence des réseaux sociaux donne une visibilité nouvelle à la dysphorie de genre ou au sentiment d'être né dans le mauvais corps, il nous paraissait légitime que le sujet soit considéré attentivement par le législateur. Ce groupe de travail, constitué de 17 sénateurs, que je remercie infiniment pour leur implication, a auditionné pendant plus de 6 mois 67 experts français et internationaux, tous concernés par ce phénomène sociétal et rendant compte de tous les points de vue, ceux des médecins, ceux des équipes médicales, ceux des associations, ceux des parents, ceux des institutions, des universitaires, des chercheurs. De ce travail est issu un rapport destiné à fournir un ensemble d'arguments qui abordent le sujet dans ses multiples dimensions scientifiques, historiques, sociologiques, philosophiques. Il apparaît que la prise en charge de ces mineurs suscite en France et dans le monde des prises de position discordantes et évolutives parce qu'elle n'est pas sans incidence sur leur santé physique et psychologique. Le rapport s'achève par 15 préconisations qui nous semblent les mieux à même de protéger ces mineurs particulièrement vulnérables. Celles-ci portent d'une part sur les domaines scientifiques et médicaux et d'autre part sur les domaines scolaires et administratifs. Les membres du groupe de travail ont souhaité décliner leurs recommandations relevant du domaine de la loi sous la forme d'une proposition de loi dont le président Retailleau est le premier cosignataire et cosignée par 102 sénateurs LR que je remercie infiniment. Avant d'évoquer le fond de la proposition de loi, je souhaite d'abord vous dire tout ce que cette proposition de loi n'est pas. Ce texte n'est ni un texte transphobe. Nous rejetons sans détour tous les discours haineux de discrimination. La transphobie est une réalité que nous condamnons fermement et à laquelle nous refusons d'être associés. Ni une volonté de psychiatriser la transidentité en sous-entendant que la transidentité est une maladie. Ni une atteinte aux droits de l'enfant qui doit grandir et se construire dans un environnement serein et protecteur. Je vous le dis, et je vais sûrement en décevoir certains sur ces bancs, les conclusions de nos travaux n'étaient pas écrites à l'avance. Les seules boussoles qui les ont guidées sont l'intérêt de l'enfant et la prudence. C'est précisément cette prudence qui nous oblige à prendre en compte les inquiétudes des médecins désemparés face à l'absence de dispositions légales ou de directives des autorités sanitaires. C'est encore cette prudence qui nous conduit sur la question du rapport bénéfice-risque des traitements qui sont aujourd'hui prescrits à des enfants et dont la réversibilité n'est absolument pas certaine. Nous ne nous sommes pas fait que des amis en déposant ce texte. Nous avons été attaqués verbalement, conspués, insultés, mais nous sommes là aujourd'hui, dans cet hémicycle, pour examiner ce texte qui vise à encadrer les pratiques médicales concernant les mineurs et uniquement les mineurs en questionnement de genre. Après le passage en commission des affaires sociales, le texte initial n'a quasiment pas été modifié et prévoit donc d'encadrer la prescription des bloqueurs de puberté, d'interdire des traitements hormonaux tentant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires et d'interdire à ces mêmes mineurs les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. La proposition de loi prévoit aussi la mise en place d'une stratégie nationale de soutien à la pédopsychiatrie. L'état de la pédopsychiatrie en France s'est nettement détérioré ces dernières années. Les conditions d'accueil des enfants qui expriment un mal-être sont donc difficiles. Les délais d'attente pour une prise en charge trop longs, ce qui accroît davantage le risque d'anxiété aussi bien des enfants, des adolescents que de leurs parents. Ces défaillances ont d'ailleurs été reconnues par la Cour des comptes dans son rapport de mars 2023 sur la pédopsychiatrie.
Ces dispositions ont fait dire à certains que notre proposition de loi prônait un retour aux thérapies de conversion. Mais est-ce que l'accompagnement pédopsychiatrique d'un mineur qui exprime un mal-être revient à lui faire subir une thérapie de conversion? Mais qui peut cautionner un tel mensonge, une telle interprétation, une telle malhonnêteté intellectuelle? Certains ont pu s'étonner que nous prônions le phénomène de la transidentification des mineurs à bras-le-corps. Le mandat, je dirais même le devoir du législateur est notamment de se saisir des sujets de société qui ont souvent des conséquences sur l'avenir et en particulier en ce qui concerne les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, adultes de demain. L'examen de cette proposition de loi nous permet donc d'ouvrir pour la première fois au Parlement un débat de société sur la transidentification des mineurs. Elle permettra, nous le souhaitons, de ne pas emmener trop précocement les mineurs dans des parcours médicaux difficiles sans leur laisser le temps de mûrir leurs décisions. Le professeur de philosophie Jean-François Bernstein, que nous avons auditionné, considère que la transidentification des mineurs est un problème de santé publique. Il a noté qu'un certain nombre de doctrines philosophiques apparues à l'étranger commençaient à se répandre en France. Ces doctrines se fondent sur la volonté d'aller toujours plus loin, de repousser sans cesse les limites. Il évoque bien évidemment la théorie woke qui repose selon lui sur 4 thèses principales, dont celle de la théorie du genre, qui s'élève contre la fausse dichotomie entre le féminin et le masculin. Le sexe biologique est une donnée réelle indiscutable qui reste inscrite dans nos gènes tout au long de notre vie. C'est une réalité et nous n'avons donc pas un sexe assigné à la naissance. En France, 180 enfants environ par an naissent avec une variation du développement génital. Tous les autres, environ 730 000 par an, naissent avec un sexe de fille ou de garçon. Alors que nous constatons un retour en arrière dans de nombreux pays européens, précurseurs dans l'administration de traitements médicaux chez les mineurs, il nous semble urgent que la France adopte un principe de précaution lorsqu'il s'agit de la santé physique et mentale de notre jeunesse. Le rapport CAS, publié en 2024, a eu un retentissement international et conforte notre position de prudence, tant sur les bloqueurs de puberté que sur les hormones et la prise en charge pédopsychiatrique. Les recommandations proposent une approche qui considère le jeune de manière holistique et pas uniquement en termes de détresse liée au genre. Cela devrait inclure le dépistage des conditions neurodéveloppementales, y compris le trouble du spectre autistique et une évaluation de la santé mentale. Ce rapport d'Hilary Cass a été salué par la rapporteure spéciale des violences contre les femmes et les filles auprès des Nations unies, Madame Al-Salem, qui a reconnu, et je cite, que ce rapport a clairement montré les conséquences dévastatrices sur les politiques en matière de traitement de genre et qu'il avait eu en particulier sur les droits humains des enfants, notamment les filles. Elle a également souligné que les chercheurs et universitaires qui exprimaient leur opinion ne devaient pas être réduits au silence, menacés ou intimidés. Lors de son congrès de mai 2024, la 128e Assemblée médicale allemande demande au gouvernement fédéral de revoir la prise en charge actuelle des mineurs. Enfin, la déclaration de politique générale du 6 mai 2024 sur la dysphorie de genre chez les jeunes. La Société européenne de psychiatrie de l'enfant demande l'arrêt des traitements expérimentaux et inutilement invasifs pour ces jeunes en dysphorie de genre. L'adoption de cette proposition de loi aujourd'hui au Sénat permettra d'éviter aux mineurs en question de genre de ne pas regretter des traitements médicaux ou de chirurgie de réassignation sexuelle suite à un mauvais diagnostic, comme nous l'avons entendu lors de nos auditions. La parole et le ressenti de l'enfant ne peuvent être considérés aussi mûrs, aussi sûrs que celui de l'adulte, quand on sait que le cerveau n'arrive à sa maturité définitive qu'à 25 ans. Nous regrettons vivement les attaques de certaines associations activistes qui fonctionnent comme beaucoup d'autres minorités par la menace et l'intimidation et voulant confisquer et interdire de débat au mépris de la liberté d'expression. Le courage politique consiste à résister. La confiscation du débat par deux camps, qui serait d'un côté celui des transphobes et de l'autre celui des transactivistes, nous semble absolument stérile et je me refuse à une telle instrumentalisation. C'est l'honneur du législateur, il me semble, que d'être à même de dépasser un tel clivage pour réfléchir sereinement à un enjeu de santé publique. Jusqu'à leur majorité, les parents, les pédopsychiatres ont un rôle crucial d'accompagnement de ces mineurs. Les mesures de cette proposition de loi n'ont rien d'autre que d'avoir une ambition que de sécuriser les parcours des jeunes, la pratique des médecins, le rôle des parents et d'en donner un cadre.
Dans ce cadre, nous souhaitons que la liberté des jeunes en construction puisse pleinement s'exercer, sans qu'un jour ils ne regrettent d'être allés trop loin, trop vite, trop tôt. Alors, monsieur le ministre, il vous appartient de vous emparer de ce sujet avec courage et en ayant comme seule boussole de protéger les mineurs et d'entendre les parents souvent désemparés. Merci Madame Eustache-Brinio. La parole est à Monsieur Alain Milon, rapporteur de la Commission des affaires sociales pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, déposée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio et inscrite à l'ordre du jour à la demande du groupe Les Républicains, cette proposition de loi poursuit deux objectifs que la commission des affaires sociales a souhaité mieux distinguer. L'encadrement de la prise en charge médicale des mineurs en questionnement de genre, d'une part, l'amélioration de la situation délétère de la pédopsychiatrie dans notre pays, d'autre part. Je les aborderai tour à tour. Commençons par l'encadrement de la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre, puisque ce sujet a concentré l'essentiel des débats ces dernières semaines. Les définitions internationales ont évolué ces dernières années dans le sens d'une dépsychiatrisation. L'Organisation mondiale de la santé a exclu l'incongruence de genre des troubles mentaux pour l'intégrer aux affections liées à la santé sexuelle. Elle l'a définie comme, je cite, une incongruité marquée et persistante entre le genre auquel une personne s'identifie et le sexe qui lui a été assigné. La dysphorie de genre est caractérisée lorsque cette incongruence s'accompagne d'une détresse significative. Il est difficile d'estimer la prévalence de la dysphorie de genre en France. Toutefois, les données disponibles laissent apparaître une forte croissance du nombre de personnes prises en charge. Entre 2013 et 2020, le nombre de personnes en affection longue durée pour transidentité a été multiplié par 10 pour approcher les 9000. S'agissant des mineurs, leur part demeure très minoritaire parmi les patients pris en charge, environ 3% ont moins de 18 ans. Toutefois, leur nombre progresse rapidement. 8 mineurs bénéficiaient de l'ALD en 2013 contre 294 en 2020. Ces mineurs sont principalement suivis au sein de services hospitaliers spécialisés. La prise en charge y est fondée sur des réunions de concertation pluridisciplinaires, les fameuses RCP, réunissant régulièrement des spécialistes du développement psycho-affectif et somatique de l'enfant. Les RCP sont sollicités avant toute décision thérapeutique importante. Les mineurs peuvent également être suivis en ville, sans que la prise en charge y soit toujours entourée des mêmes garanties. 4 modalités de prise en charge peuvent schématiquement être distinguées. Un soutien psychosocial, afin de réduire les risques de souffrance et de permettre l'accompagnement du mineur. Des bloqueurs de puberté pour suspendre le développement des caractères sexuels secondaires, poitrine, pilosité. Des traitements hormonaux permettant de développer les caractères sexuels secondaires du genre auquel le mineur s'identifie. Enfin, les actes chirurgicaux de réassignation, les opérations pelviennes ne sont pas pratiquées avant 18 ans, mais certaines opérations mammaires peuvent l'être. Il faut encore préciser que la prise en charge médicale ne constitue qu'un élément, d'ailleurs facultatif, du parcours de transition. Elle peut accompagner ou non une transition sociale et administrative. La première consiste pour le mineur à vivre au sein de son environnement familial, affectif ou scolaire, dans un genre différent de son genre de naissance. Elle est protégée par la loi pénale qui punit toute discrimination fondée sur l'identité de genre. La transition administrative désigne les modifications de prénom ou de sexe à l'état civil pour les faire correspondre au genre auquel la personne s'identifie. Le législateur a simplifié ces démarches qui ne requièrent plus la réalisation de chirurgie de réassignation. Venons-en maintenant à l'épineuse question de l'encadrement.
Le texte déposé entendait, dans son article 1er, interdire l'ensemble des traitements prescrits et interventions chirurgicales pratiquées dans le cadre du parcours de la transition des mineurs. L'article 2 assortit ces interdictions de sanctions pénales. Il ne va pas de soi que le législateur doit intervenir ainsi dans la pratique médicale. Il nous semble qu'il ne peut le faire que guidé par d'impérieux motifs éthiques ou de santé publique. Or, dans le cas d'espèce, plusieurs éléments tendent à justifier cette intervention. D'abord, plusieurs études récentes remettent en cause la solidité des preuves scientifiques présentées à l'appui des traitements prescrits. Les rapports du Dr Hilary Cass au Royaume-Uni soulignent ainsi la faible qualité des études existantes sur l'efficacité des bloqueurs et traitements hormonaux après revue systématique de la littérature. En Suède, le Conseil national de la santé et du bien-être a recommandé, pour les mêmes raisons, de mieux encadrer les prescriptions. En outre, il faut souligner le caractère irréversible de certains traitements. Si les bloqueurs permettent de ralentir la puberté et sont largement reconnus comme réversibles, les hormones croisées sont susceptibles, elles, d'entraîner des effets définitifs. Il en va ainsi, par exemple, des modifications de la voix ou de la pilosité faciale induites par la testostérone ou des effets à terme sur la fertilité du patient. Enfin, mes chers collègues, il nous faut nous souvenir que nous parlons de mineurs, fragiles dans la période de l'adolescence. Selon une pédopsychiatre auditionnée, les demandes de réassignation peuvent être liées à un mal-être adolescent ou à des antécédents complexes. L'Académie nationale de médecine recommande de prolonger autant que possible le suivi psychologique des mineurs et de ne prescrire de traitement qu'avec prudence. Des cas de regret ou de détransition sont désormais documentés et particulièrement difficiles lorsque les traitements irréversibles ont été administrés. C'est pourquoi il nous paraît nécessaire d'encadrer par la loi la prise en charge de ces jeunes en conciliant deux impératifs. D'une part, permettre de soulager les souffrances des patients. Il s'agit là d'une obligation déontologique des médecins et du cœur même de leur utilité sociale. D'autre part, limiter autant que faire se peut le recours à des thérapeutiques ou des interventions irréversibles sur des mineurs encore en développement susceptibles de le regretter. Les amendements adoptés par la commission ont tous visé à ménager cet équilibre. La commission a souhaité en particulier permettre la prescription de bloqueurs de puberté aux mineurs dans des services hospitaliers de référence assurant une prise en charge pluridisciplinaire et dans des conditions permettant de s'assurer du consentement éclairé des patients. S'ils ne sont pas dépourvus d'effets secondaires, ces traitements sont toutefois largement reconnus comme réversibles. Ils visent à réduire les souffrances associées au développement pubertaire et à donner aux mineurs du temps pour apprécier ses besoins et avant d'envisager des traitements plus lourds. En revanche, la commission a adopté et précisé l'interdiction de prescrire des hormones croisées à des mineurs ou de réaliser sur eux des interventions de réassignation. Ces traitements, difficilement réversibles, voire définitifs, doivent pouvoir être mûrement réfléchis. Cette interdiction n'aura aucune incidence sur la faculté pour un mineur d'entreprendre une transition administrative. Elle n'empêchera pas davantage la mise en place d'un suivi psychosocial, ni d'accompagner le mineur dans son questionnement et, le cas échéant, dans son parcours de transition sociale. Enfin, parce que nous traitons là d'un sujet délicat sur lequel les connaissances sont susceptibles d'évoluer, la commission a souhaité prévoir un réexamen de ce texte 5 ans après sa promulgation. Le législateur pourra alors, s'il le souhaite, tenir compte des recommandations actualisées de la Haute Autorité de Santé que la Haute Autorité de Santé doit produire ces prochaines années. J'en viens enfin à l'article 3, dont la présence au sein de ce texte a pu surprendre. Il prévoit la mise en place d'une stratégie nationale de soutien à la pédopsychiatrie dans les 8 mois suivant sa promulgation, révisable au moins tous les 5 ans. Alors que la dysphorie de genre n'est plus considérée comme une maladie mentale, elle ne l'est pas, et qu'il n'est pas question ici de repsychiatriser la transidentité, je souhaite m'attarder un instant sur l'intérêt de cet article au sein du texte. La dégradation de la santé mentale de nos jeunes est un véritable enjeu de santé publique.
Les syndromes anxio-dépressifs des jeunes de moins de 17 ans ont doublé entre 2017 et 2022 et toucheraient désormais 10% d'entre eux. Par ailleurs, l'ensemble des acteurs auditionnés font état d'une offre de soins insuffisante et inégalement répartie sur l'ensemble du territoire. Ce constat est aggravé par la crise d'attractivité que connaît la pédopsychiatrie. Les conclusions des assises de la pédiatrie font état d'un délai d'attente entre 6 mois et 18 mois. C'est pourquoi la commission a jugé urgent d'agir et souscrit pleinement à l'intention de cet article. Elle a adopté un amendement associant à la stratégie prévue 2 volets relatifs à la formation des professionnels et surtout à la revalorisation de l'acte de pédopsychiatrie. Concernant les mineurs en questionnement de genre, la mise en place de cette stratégie ne pourra qu'être utile pour améliorer leur bien-être. Il s'agit d'une population vulnérable dans le champ de la santé mentale. Les troubles psychiques y sont fréquents, parfois associés à la stigmatisation dont elle fait l'objet. La dépsychiatrisation de la dysphorie de genre ne doit pas conduire à priver ces jeunes d'un suivi nécessaire et l'amélioration de l'offre de pédopsychiatrie y contribuera. Je conclus, Madame la Présidente. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte nous semble nécessaire pour mieux encadrer, avec tolérance, la prise en charge des mineurs concernés par la dysphorie de genre. Elle apportera une première réponse aux difficultés structurelles que connaît la pédopsychiatrie. C'est pourquoi la Commission vous invite à l'adopter. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à monsieur Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, l'identité de genre est une question personnelle et intime qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses controverses et qui nécessite donc une approche médicale, scientifique et objective. Nos jeunes, pour ceux qui sont amenés à se questionner sur leur identité de genre, ont besoin d'écoute et d'accompagnement. La question qui est posée par cette proposition de loi est celle de savoir s'ils peuvent également accéder à des traitements médicaux et des interventions chirurgicales pour ceux qui décideraient de s'engager dans un parcours de transition. Ce sujet relève avant tout du domaine médical. C'est d'ailleurs pour cela que la Haute Autorité de Santé travaille actuellement à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la prise en charge des personnes transgenres. À titre personnel, j'estime que cette discussion aurait gagné à ce que soit attendu l'avis de la Haute Autorité de Santé. De ce principe, je tire comme conséquence que légiférer maintenant me paraît prématuré. Il est prématuré de vouloir apporter une réponse politique avant de disposer de l'avis des autorités de santé compétentes. Il est prématuré de vouloir apporter une réponse politique avant de disposer du consensus scientifique et médical sur cette question sensible. Sur ce sujet, comme sur tous les sujets médicaux sur lesquels le législateur est appelé à intervenir, ma conviction est que l'avis politique ne doit surtout pas précéder l'avis scientifique. Pour autant, l'article 1er prévoit l'interdiction pour tout professionnel de santé de prescrire des traitements hormonaux ou encore de procéder à des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. Permettez-moi, mesdames et messieurs les sénateurs, de rétablir certaines vérités quant à la situation que vous mentionnez ici. Premièrement, très peu de mineurs transgenres sont en réalité concernés par les transitions médicales. Il ne faut pas confondre l'affirmation des questions de genre, qui est une évolution sociétale dont chacun est libre de penser ce qu'il veut, et la situation spécifique des personnes qui se sentent au plus profond d'elles-mêmes appartenir à un autre genre que celui de leur sexe biologique. C'est pourtant ce que fait le rapport réalisé en amont de la loi. Celui-ci établit en effet un lien entre le questionnement sociétal sur la notion de genre et la situation des personnes transgenres tendant à accréditer l'idée d'une mode. N'alimentons surtout pas l'idée fausse qu'un phénomène sociétal conduirait des personnes à se sentir du sexe opposé et à solliciter un peu légèrement la possibilité de bénéficier de traitements dont je reconnais bien volontiers qu'ils ne sont pas anodins. Selon les spécialistes de la santé de l'enfant,
Si l'on observe bien une tendance à la hausse des questionnements de genre, la fréquence dans la population des personnes qui structurellement se sentent ou se vivent comme appartenant à l'autre sexe demeure depuis des décennies au même taux de 0,1 à 0,2 de la population. Ce n'est donc pas un sujet de mode qui occasionne des souffrances réelles et qui justifie que soit reconnu un accompagnement et une prise en charge spécifique des personnes concernées. Par ailleurs, les traitements médicaux ou chirurgicaux des mineurs ne constituent qu'une partie de la prise en charge de la transidentité. Conformément aux recommandations internationales, la prise en charge repose à la fois sur une évaluation globale de la situation du jeune, incluant une évaluation psychologique, sur une exploration du genre, puis, en fonction de la demande du mineur, la mise en place d'une transition sociale, et enfin l'accompagnement ensuite au parcours de transition. Ce n'est donc qu'en seconde intention qu'est envisagé le traitement par bloqueur de puberté en fonction d'une évaluation précise de la situation du mineur. Selon la Défenseure des droits, en France, seuls 11% des jeunes accompagnés dans une transition de genre ont eu accès à des bloqueurs de puberté et la réversibilité de tels traitements est parfaitement prouvée. Je rappelle par ailleurs qu'en France, aucune chirurgie pelvienne d'affirmation de genre n'est actuellement pratiquée avant 18 ans, compte tenu de son caractère irréversible et de son impact sur la fertilité. Enfin, en plus d'être toujours la conclusion d'un parcours de soins approfondi, ces transitions sont toujours subordonnées à l'accord des titulaires de l'autorité parentale et au consentement du patient mineur. Il ne faut pas non plus sous-estimer tous les effets de bord potentiels de cette proposition de loi. On le sait, toute interdiction emporte des risques de contournement et ses conséquences. Ici, cela pourrait conduire à ce que ces soins soient réalisés à l'étranger, posant ensuite des questions de suivi ou de reprise chirurgicale en France. Cette proposition de loi interroge par ailleurs quant à la liberté de prescription pour les médecins et les patients. Le Code de la santé publique n'interdit actuellement la prescription que pour un seul cas: les substances classées comme stupéfiants. Ces interdictions de prescription ne font toutefois l'objet d'aucune répression ou sanction. Cela paraît notamment justifié par le fait que le médecin n'est libre de ses prescriptions que dans les limites fixées par la loi, est-il écrit, et que sa responsabilité civile peut être engagée dans le cas où il transgresserait cet interdit sur la base d'une faute. C'est pourquoi la création d'un délit autonome au sein du code pénal en cas de violation par un médecin d'une interdiction de prescription constituerait un précédent préoccupant. Surtout, elle interroge quant à sa nécessité eu égard à la responsabilité déjà encourue par le professionnel de santé et aux sanctions disciplinaires auxquelles il s'expose lorsqu'il ne respecte pas le code de la santé publique. Enfin, cette proposition de loi propose de renforcer l'offre de pédopsychiatrie dans notre pays par la mise en place d'une véritable stratégie nationale. Comme vous, le gouvernement partage pleinement la volonté d'améliorer la prise en charge de nos enfants et adolescents qui sont confrontés à des troubles psychiques et de renforcer ainsi l'offre de soins, notamment en pédopsychiatrie. C'est d'autant plus nécessaire quand on sait que les recours aux soins d'urgence pour les troubles de l'humeur, idées et gestes suicidaires augmentent fortement chez les jeunes depuis plusieurs années. Pour autant, cette proposition de loi n'est pas le bon vecteur pour porter une telle ambition. C'est une disposition totalement inopportune dans cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que la classification de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, considère désormais que l'incongruence ou la dysphorie de genre ne relève pas des troubles mentaux. L'approche psychiatrique n'est donc pas celle médicalement pertinente. Dès lors, il n'est pas pertinent d'insérer des dispositions relatives à la pédopsychiatrie dans une proposition de loi portant sur la transition des mineurs. En revanche, les souffrances psychiques que vivent ces adolescents, on le sait, peuvent être aggravées par l'absence de possibilité de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi adapté. L'opportunité d'un accompagnement psychologique tout au long du parcours de transition, renforcé pour le cas des mineurs, semble d'ailleurs faire consensus. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas attendu cette proposition de loi pour agir et renforcer la pédopsychiatrie dans notre pays. Des plans nationaux comme la feuille de route santé mentale depuis 2021 et la feuille de route 2024-2030 sur la santé de l'enfant, dont j'ai dévoilé les principales mesures vendredi dernier, incluent déjà des mesures dédiées à la pédopsychiatrie. Une nouvelle stratégie nationale pourrait dès lors s'avérer redondante, alors que nous agissons déjà à tout niveau pour améliorer la prise en charge de la santé mentale des enfants et des adolescents.
Enfin, le CNR Santé mentale, qui aura lieu le 12 juin, pourra permettre d'apporter des réponses complémentaires, notamment pour améliorer la santé mentale des jeunes, qui est une préoccupation constante, je le redis, de ce gouvernement. Mesdames et messieurs les sénateurs, évidemment, cette prise en charge pose des questions particulières s'agissant de mineurs, nous le reconnaissons. Ces traitements médicamenteux posent des questions sensibles, parce qu'il s'agit de mineurs, parce qu'ils peuvent intervenir chez des adolescents en construction, parce qu'ils portent sur une composante de l'identité, parce qu'ils répondent à une expérience vécue par les personnes concernées qui peut être difficile à comprendre par les personnes non concernées. C'est pourquoi il est primordial d'infirmer l'idée que l'accès à ces traitements serait banalisé et se ferait en première intention. C'est aussi pourquoi nous avons noté avec intérêt les débats et les amendements intervenus en commission qui visent à réserver la prescription aux bloqueurs de puberté à des centres de référence spécialisés. Pourtant, est-ce à la loi de définir ces pratiques ? Je le redis, ce débat devrait être avant tout, avant d'être un débat de législateurs, devrait être avant tout une question médicale et scientifique. Les recommandations de la Haute Autorité de santé nous permettront d'y répondre. Notre priorité est et sera toujours le bien-être et la santé de nos jeunes enfants. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. J'informe notre hémicycle que Madame Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires ont déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Pour la défendre, la parole est donc à son auteur, Madame Mélanie Vogel, pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je suis venue aujourd'hui essayer de vous convaincre de pourquoi il fallait, sans aucune ambiguïté, amender ou pas, rejeter cette proposition de loi qui ferait, si elle était adoptée, de la France le pays le plus restrictif de l'Europe en matière d'accès aux soins pour les mineurs trans. Et pour ce faire, j'aimerais simplement vous parler de la vraie vie. La vraie vie des vraies personnes qui seraient affectées par cette loi si elle était adoptée, de celle des personnes qui les aiment et des professionnels qui les suivent. Et je crois que pour faire ça, il faut commencer par le commencement. Dans la vraie vie, les personnes trans existent. Elles ne sont ni une idéologie, ni une tendance, ni une mode, ni un syndrome. Elles sont des personnes humaines, aussi légitimes, aussi dignes, aussi normales que les personnes cisgenres. Et comme toutes les personnes humaines, elles sont toutes, à un moment de leur vie, des enfants et des adolescents. Ces enfants et ces adolescents qui sont aujourd'hui l'objet de notre discussion. Il y a autant de parcours de transition qu'il y a de personnes trans. Mais une chose est claire, la puberté, qui se déroule par définition lorsqu'on est mineur, est, pour beaucoup de personnes trans, un moment très difficile. Le moment où les pensées suicidaires, les mutilations, la détresse psychologique explosent. Les personnes trans ont entre 8 et 10 fois plus de risques de se donner la mort que les personnes cis. 2 tiers des jeunes trans ont déjà pensé au suicide, 1 tiers a fait 1 ou 2 tentatives de suicide, principalement entre 12 et 17 ans. Les bloqueurs de puberté qui empêchent la puberté vers le genre non désiré le temps que la personne confirme son désir de transition sauvent tous les jours des vies en France. Et ils permettent aussi, puisque cela vous obsède tellement, d'éviter les chirurgies en aval lorsque la puberté dans le genre non désiré a déjà eu lieu. Pour cette raison, il existe un consensus scientifique évident sur un calcul coût-bénéfice en faveur des bloqueurs de puberté et ils doivent pouvoir être prescrits au moment nécessaire et ce moment, par définition, la loi ne le connaît pas. Mais les bloqueurs de puberté ne sont pas un traitement de fond, ils sont un traitement temporaire. Après les bloqueurs viennent les traitements hormonaux. On ne laisse pas, monsieur Milon, des gamins sous bloqueurs de puberté entre 10 et 18 ans. Dans la vraie vie, ensuite, il n'y a pas de plus en plus de personnes trans. Comme il n'y a pas eu, en France, de plus en plus de gauchers quand on a cessé de contrarier les enfants qui écrivaient avec la main gauche. Comme il n'y a pas eu de plus en plus de couples gays et lesbiens depuis le mariage pour tous. Ce n'est pas les personnes trans qui apparaissent soudain, c'est vous qui les voyez enfin. Le fait qu'il y ait davantage de transitions est le simple signe du fait que les personnes trans se cachent un peu moins en France. Et ça vous est insupportable. Pourtant, nous devrions être fiers que davantage aujourd'hui qu'hier, des jeunes et des adultes, encore trop peu nombreux,
osent affirmer qui ils sont dans ce pays. Dans la vraie vie aussi, le nombre de personnes qui reviennent sur leur transition est ultra marginal, bien inférieur par exemple au nombre de personnes qui regrettent d'avoir eu des enfants en France, notamment mineurs. Et ça c'est vraiment irréversible. Par ailleurs, l'écrasante majorité d'entre elles évoquent comme raison la transphobie. Et pour toutes les autres, pour les quelques personnes qui souhaitent vraiment revenir librement sur leur choix, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Dans la vraie vie, enfin, il n'y a pas de chirurgie génitale sur des mineurs en France. Ça n'existe pas, sauf pour les enfants intersexes et sans leur consentement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on voit bien que la réalité, c'est que si vous cherchiez vraiment à protéger les enfants, vous seriez en train de prôner des séances d'éducation à la parentalité qui expliquent la transidentité, de voter des crédits pour former les enseignants et les personnels de santé. Mais votre problème, en vrai, c'est pas le bien-être des enfants, c'est pas les bloqueurs de puberté, c'est pas les traitements hormonaux, c'est pas les chirurgies. Vous n'avez pas de problème avec les bloqueurs de puberté s'ils sont prescrits à des enfants cis qu'on a jugés trop petits. Vous n'avez pas de problème avec les traitements hormonaux quand ils sont prescrits à des mineurs cis qui ont trop de poils ou pas assez. Vous n'avez pas de problème avec la chirurgie de réassignation génitale lorsque ce sont des enfants intersexes qui sont mutilés pour correspondre à une norme imposée. Vous n'avez pas de problème avec les chirurgies d'affirmation de genre quand elles se font sur des personnes cis qui souhaitent avoir des seins plus gros, un ventre plus plat ou des jambes plus longues. Tant que la médecine permet de faire rentrer les individus dans une norme qui vous convient, vous trouvez ça très bien. Mais si elle permet à des gens de vivre libres, heureux, en étant ni cisgenre, ni hétéro, ni binaire, alors là, oui, vous ne pouvez pas le supporter. Ce qui nous amène au vrai problème que vous avez, c'est que les personnes trans existent et que vous ne pouvez rien pour l'empêcher et qu'aucune loi ne pourra le faire. Car de l'exacte même manière qu'aucune loi n'a jamais empêché les homosexuels d'être en couple, d'avoir des enfants, les femmes d'interrompre leur grossesse, aucune loi ne peut empêcher les trans d'exister, ni de transitionner, ni quand ils sont majeurs, ni quand ils sont mineurs. La seule chose que peut décider une loi, c'est de savoir si elles le feront dans la misère et dans la peur ou dans la liberté et la sécurité. Et c'est là, Madame Eustache-Brinio, la différence fondamentale entre vous et moi, la plus grande sans doute de toutes nos différences, au-delà même de nos positions politiques, de nos valeurs et de nos idées. C'est que moi, je n'irai jamais déposer une proposition de loi pour porter atteinte à vos droits fondamentaux, ni à ceux de quiconque au demeurant. C'est que nous, les féministes, les humanistes, les personnes LGBT, nous ne sommes jamais allés et nous n'irons jamais marcher contre vos droits, contre celui que vous avez de vous marier avec qui vous voulez, d'avoir des enfants avec un homme, d'être reconnue comme fille, puis comme femme, jamais. Et j'irai même plus loin. Si un jour arrivait au pouvoir quelqu'un en France qui avait comme projet de vous interdire de vous marier avec un homme, d'avoir des enfants avec lui, d'être respecté pour qui vous êtes, d'être appelé par votre prénom et d'être genré au féminin, alors, Madame Eustache-Brinio, ce jour-là, je peux vous dire que nous serions tous dans la rue pour vous amener à récupérer votre droit. La communauté LGBT n'a jamais mis en danger les droits de qui que ce soit dans le monde. Elle se contente inlassablement de demander une chose simple, l'égalité. Oui, y compris pour les enfants. J'ai dans ma famille une petite fille trans que j'aime infiniment. Vous savez qui est sa première et sa plus fidèle alliée ? Sa sœur. Pour comprendre, pour agir avec bienveillance, respect, dans l'intérêt de l'enfant concerné, il ne faut pas plus que la maturité émotionnelle et l'intelligence relationnelle d'une petite fille de 8 ans et demi, à qui on n'a pas appris à haïr ni elle-même, ni les autres, et qui n'a rien d'autre en poche pour sa petite sœur que son amour, rien de plus et rien de moins. Les alliés des mineurs trans, ce ne sont pas, comme vous les appelez, des transactivistes, un lobby woke, des militants radicalisés. Les alliés des enfants trans, c'est d'abord et avant tout les gens qui les aiment. Et faisant moi-même partie de ces gens-là, j'aimerais vous confier une chose. Je ne suis pas angoissée par l'éventuelle transition de cet enfant, par son besoin ou non de se voir un jour peut-être
prescrire des traitements hormonaux, par le fait qu'elle nous ait dit de ne plus jamais dire que c'était un garçon parce que, selon ses mots, c'est dégoûtant. Je ne suis pas angoissée par sa transidentité du tout, ni en l'occurrence par l'identité de quiconque. Je n'ai pas peur de qui elle n'est pas malade, elle n'a pas de problème, elle est très bien comme elle est. Ce qui m'angoisse, et ce qui angoisse tous les parents de mineurs trans qui acceptent et qui respectent leurs enfants comme ils sont, et toutes les personnes qui aiment ces enfants et qui veulent vraiment les protéger et leur donner un avenir digne, ce n'est pas leur transidentité. C'est le fait de savoir que nous ne pourrons pas totalement les protéger des gens comme vous. Ça m'avait tordu le ventre. Ça m'avait tordu le ventre d'expliquer un jour à mon neveu qu'il y avait des gens qui avaient marché un jour pour empêcher sa tata de se marier avec son amoureuse et d'avoir des enfants avec lui. Mais récemment, quand j'ai dû expliquer à ma nièce, qui avait surpris une discussion entre sa mère et moi, ce que j'allais faire aujourd'hui, voir son regard quand elle a compris qu'il y avait ici des gens importants, des gens qui font la loi, qui voulaient rendre la vie de sa petite sœur plus difficile, et pour moi, une douleur qui ne me quitte pas. J'aimerais, chers collègues, que vous preniez quelques instants pour penser à ces jeunes qui entendent ces débats aujourd'hui. Quelle vie pensez-vous qu'ils peuvent imaginer pour eux-mêmes en se projetant dans un monde où les adultes discutent de les empêcher d'être qui ils sont? Comment pensez-vous que vous vous seriez senti, vous, enfant, si vous aviez entendu qu'on voulait vous forcer jusqu'à 18 ans à vivre dans un genre qui n'est pas le vôtre? Ces débats ne sont pas inoffensifs. Ils nourrissent la souffrance, la haine et la violence. Et j'aimerais donc terminer par dire à toutes les personnes trans de ce pays, aux anciens enfants et aux futurs adultes, si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes nombreux ici à être inconditionnellement avec vous, à considérer les droits et les libertés de ce pays incomplètes sans les vôtres, à considérer que c'est notre devoir de démocrates, d'humanistes, de conquérir pour vous de nouveaux droits. Vous n'êtes pas un problème, la transphobie est le problème. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez vous, et ensemble, nous atteindrons l'égalité. Merci. Merci Madame Vogel. Je vais donner la parole pour un avis contre la motion à Monsieur Milon. Merci Madame la Présidente. Je vais regarder tout ça de très près. Les auteurs de cet amendement et de cette motion plutôt contestent sur le fond l'encadrement de la prise en charge de la dysphorie de genre chez les mineurs portée par cette proposition de loi au motif que celui-ci serait contraire à leur droit à l'autodétermination et empêcherait la prescription de traitements dont l'efficacité est établie. Sur le premier point, je rappelle que le texte sur lequel vous êtes amenés à regarder aujourd'hui consacre désormais, alors que ce n'est pas le cas jusqu'à présent, l'existence de centres de référence spécialisés qui permettront d'améliorer la prise en charge et du mineur et des parents. L'encadrement proposé dans le texte n'aura aucune incidence sur la faculté des mineurs à entreprendre une transition administrative et n'empêchera pas leur accompagnement dans la transition sociale. Il vise seulement à différer la prescription de médicaments et la réalisation d'interventions irréversibles. On a bien dit, et le texte, si vous l'avez bien lu, dans ce texte, on demande à ce qu'il y ait des équipes spécialisées composées entre autres de pédopsychiatres, d'endocrinopédiatres, d'assistantes sociales et de psychologues. Et c'est ces équipes-là qui prendront en charge, à partir du moment où elles seront connues, qui prendront en charge et le mineur et sa famille et qui essaieront d'émettre dans le temps un diagnostic. Et les équipes que j'ai rencontrées, qui font ce travail déjà, mais qui ne sont pas répertoriées ni reconnues comme telles, m'ont dit qu'il leur fallait, avec des consultations de toutes les 6 semaines, d'au moins 2 ans à 2 ans et demi avant d'avoir la certitude du diagnostic précis. Sur le deuxième point, les bloqueurs de puberté et les traitements hormonaux, ils sont prescrits de longue date, c'est vrai, mais dans d'autres indications. Dans le cas de la dysphorie de genre, toutefois, plusieurs revues internationales récentes pointent le manque d'études de qualité disponibles. La Commission a donc adopté une clause de revoyure permettant de réexaminer dans 5 ans ces dispositions pour vérifier au regard de l'avancée des recherches. Pour toutes ces raisons, la Commission estime nécessaire que le Sénat puisse mener à terme les débats de ce texte qui est, on s'en rend compte aujourd'hui, extrêmement important. Elle a donc émis un avis défavorable à cette motion. Très bien. Quel est l'avis du Gouvernement? Sagesse. Sagesse, très bien.
Y a-t-il des explications de vote? J'ai Monsieur Chantrel. Madame la présidente, chers collègues, étant donné que les personnes directement concernées sont invisibilisées et ne pourront pas s'exprimer lors de ce débat, je vais justement partager avec vous le témoignage de Maëlle, qui a commencé sa transition en étant mineure. J'ai personnellement eu la chance d'être très bien entouré, mais le parcours n'en reste pas moins semé d'embûches et de vexations. L'obstacle principal consiste, encore plus quand on vit en province, à trouver des professionnels compétents et à obtenir un rendez-vous. Cela peut prendre de 3 mois à plus d'1 an, ce qui crée et renforce un sentiment d'isolement. Je trouve la proposition de loi et la haine en retour que nous subissons profondément violente et scandaleuse. Je trouve ça déplacé et je ressens ça comme une atteinte à ma liberté et à mon intégrité. Je trouvais que les choses avaient évolué, car ma prise de conscience s'est faite grâce à l'ouverture sur cette question de la société, qui semblait s'y adapter. Et maintenant, je constate une énorme régression. Si la loi était votée, je me sentirais blessé et stigmatisé, alors que la seule chose que je demande, c'est de vivre sans perdre chaque jour le courage de continuer d'avancer. Et si j'avais été mineur et que la loi avait été votée, ça m'aurait humilié et je me serais peut-être même retrouvé dans l'illégalité en faisant en sorte de continuer ma transition pour ne pas avoir à souffrir encore de nombreuses années. Ce témoignage, c'est celui de mon neveu, Maël. J'ai pu voir concrètement les conséquences dévastatrices de votre entreprise idéologique sur les personnes concernées. Notre rôle en tant que législateur n'est pas de leur rendre la vie impossible, mais de respecter de leurs choix, de les accompagner dans le respect de leurs droits. C'est pourquoi nous voterons cette motion tendant à opposer la question préalable. Très bien. La parole est à Monsieur Yann Brossat. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, de quoi parlons-nous depuis tout à l'heure? Nous parlons de jeunes, nous parlons de mineurs, nous parlons d'enfants qui s'interrogent sur leur identité de genre. De quoi ont besoin ces mineurs? De quoi ont besoin ces enfants? Ils ont besoin de bienveillance, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'accompagnement. Que propose cette proposition de loi? Elle propose d'interdire et de sanctionner. C'est bien la raison pour laquelle elle est aux antipodes des objectifs qu'elle prétend poursuivre. Ce n'est pas une loi qui va protéger ces enfants, c'est une loi qui va les exposer davantage. C'est une loi qui va les fragiliser alors même qu'ils sont à l'âge de l'adolescence, et l'adolescence est toujours un âge compliqué. C'est la raison pour laquelle nous sommes très opposés à cette proposition de loi. Et je voudrais le dire, s'il y a un drame, ça n'est pas que des jeunes se posent des questions sur leur identité de genre. C'est le fait que ces questionnements-là, ces interrogations-là, engendrent bien souvent des violences, des insultes, de la transphobie. Et c'est bien contre cela que nous devrions, les uns et les autres, nous mobiliser, parce que c'est comme cela que nous éviterions des drames malheureusement trop fréquents. C'est la raison pour laquelle nous voterons cette motion. Très bien, merci. Monsieur Grosvalet. Oui, Madame la Présidente, le RDSE, une fois n'est pas coutume, votera à l'unanimité contre cette proposition de loi. Mais, puisqu'il y a un mais, par principe, le RDSE n'a jamais refusé le débat. Et le débat, d'ailleurs, à l'évidence, montre que nous sommes sur une question idéologique, de fond, qui sans cesse revient dans le débat. Ce sont les mêmes qui nous proposent aujourd'hui cette loi, qui était contre l'avortement, contre le mariage pour tous, contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et donc, nous sommes véritablement sur un débat idéologique. Assumez-le, assumez ce débat, assumez vos positions. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants. Mais
Mais nous ne voterons pas cette motion par principe, mais nous voterons à l'unanimité contre cette proposition de loi inique. Merci. Très bien, je n'ai pas de demande supplémentaire d'explication de vote. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public sur cette motion par le groupe Les Républicains. Je vais donc mettre aux voix cette motion. Le vote est ouvert. Personne ne demande à voter? Tous les votes ont été exprimés. Le scrutin est clos. Résultat de ce scrutin, votant 328, exprimés 324, pour 118, contre 206. La motion n'est donc pas adoptée. Mes chers collègues, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, et M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi numéro 551, pour laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet et son examen selon la procédure de législation en commission. Nous pourrions inscrire les explications de vote et le vote sur ce texte le jeudi 13 juin à l'issue de l'espace réservé au groupe socialiste, écologiste et républicain. La commission des lois pourrait se réunir le mercredi 5 juin au matin pour l'examen du texte et du rapport. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance sera fixé le jeudi 10 juin à 12 h et le délai limite pour l'inscription des orateurs des groupes au mercredi 12 juin à 15 h. Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas. Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Cette séance sera reprise à 21 h 30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.